Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mystère. En fait, on va décortiquer l'une des enquêtes intellectuelles les plus fascinantes du 19e siècle. Imaginez ça comme un drame intellectuel, une plongée vertigineuse dans les pensées de jeunesse du célèbre philosophe Friedrich Nietzsche. Notre mission? Résoudre une énigme captivante entourant la psyché des anciens Grecs. On va regarder comment toute une culture a réussi à regarder l'horreur pure de l'existence directement dans les yeux, sans cligner, pour finalement la transformer en un art absolument magistral. Préparez-vous, ça va être passionnant. Bon, on va plonger là-dedans tout de suite. Pensez-y un instant. Quand on imagine la Grèce antique, c'est quoi l'image qui nous vient en tête? Souvent, ce sont des statues de marbre blanc immaculées, une rationalité super calme, une espèce de sérénité absolue. C'est le grand mythe d'une civilisation parfaitement heureuse. Eh bien, Nietzsche prend cette idée reçue et il la fracasse en 1000 morceaux. Sous cette prétendue sérénité, il y avait en fait une angoisse existentielle sombre, vraiment terrifiante. Les Grecs étaient hyper conscients de la brutalité et de l'absurdité du monde. Et honnêtement, c'est justement parce qu'ils baignaient dans cette noirceur qu'ils ont été obligés d'inventer des mécanismes de survie psychologique d'une puissance qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Pour bien ancrer notre présentation et comprendre de quoi on parle, on se base sur du solide, l'imposante édition Flammarion des œuvres complètes de Nietzsche. Et la clé de notre mystère sur la psyché grecque se trouve dans une œuvre de jeunesse très radicale publiée en 1872, La naissance de la tragédie. À l'époque, il faut savoir que ce livre a carrément créé une onde de choc dans le milieu universitaire. Ce n'est pas juste un livre d'histoire, non, c'est une véritable autopsie culturelle. Nietzsche essaie de comprendre comment les Grecs ont réussi le tour de force de rendre la vie supportable, et ce, sans jamais faire semblant que ces côtés tragiques n'existaient pas. Alors, on entame le premier acte de notre histoire, le problème de l'existence, ce que les Grecs appelaient la sagesse de Silène. Pour comprendre le remède, il faut d'abord comprendre la maladie. À quelle horreur fondamentale faisait-il face? Nietzsche nous raconte la légende de Silène. Selon ce vieux mythe, la meilleure chose pour un être humain, c'est de ne pas être né, et la deuxième meilleure chose, c'est de mourir le plus vite possible. Ouf, c'est lourd, non? Mais attention, face à ce constat, les Grecs n'ont pas baissé les bras. C'est ce qu'on voit ici. Ils possédaient ce que Nietzsche appelle un pessimisme de la force. Contrairement à un pessimisme de faiblesse où on déprime et on abandonne, eux, ils avaient la force de regarder la dureté de la vie en face. C'est un courage incroyable qui venait d'une santé débordante. En gros, ils étaient tellement pleins de vie qu'ils pouvaient se permettre de regarder la vérité crue et terrifiante de la nature sans reculer d'un pouce. Ce qui nous amène à notre deuxième acte, les deux forces qui vont venir à la rescousse, Apollon et Dionysos. Ce qui est vraiment intéressant dans cette opposition, c'est de voir comment les Grecs ont utilisé ces deux forces artistiques pour survivre psychologiquement. D'un bord, on a Apollon. Lui, c'est le rêve, la belle apparence, les limites claires, la structure. Pensez à l'individualité et aux belles statues. C'est de l'illusion qui nous protège. De l'autre bord, on a l'extrême inverse, Dionysos, le dieu de l'ivresse, de l'extase, du chaos total. Dionysos, c'est la destruction des limites. C'est la fusion absolue avec la nature à travers la musique et la danse frénétique. Donc, pour résumer, Apollon, c'est la belle structure qui rassure, et Dionysos, c'est la vérité chaotique et enivrante qui consomme tout. Pour pousser la réflexion un peu plus loin, Nietzsche emprunte un terme latin, le principium individuationis, ou principe d'individuation. C'est le cœur même du pouvoir d'Apollon. En termes simples, c'est ce qui trace une frontière entre vous et moi, ce qui nous donne le sentiment d'être une personne unique et en sécurité. Apollon dessine ses limites pour nous garder sains d'esprit face à l'immensité effrayante de Dionysos. Imaginez Dionysos comme un océan en pleine tempête. Sans le bateau apollinien, sans ses limites, l'extase de Dionysos nous noyerait complètement en détruisant notre ego. On passe maintenant au troisième acte de notre analyse, la naissance du tragique, ce moment incroyable où ces deux forces entrent en collision. C'est ici que la magie opère. Le grand coup de génie de la Grèce antique, ça a été de prendre ces deux dieux qui s'opposent et de les marier pour créer la tragédie. On va décortiquer comment ça marchait concrètement sur scène. Premièrement, vous avez le chœur, qui chante et danse. Ça, c'est l'énergie dionysiaque pure. Il exprime la souffrance de base de l'univers. Deuxièmement, l'illusion d'Apollo embarque pour rendre cette souffrance digeste. Elle projette tout ce chaos sur un personnage bien précis, le héros tragique. C'est comme mettre des lunettes d'éclipse pour regarder le soleil. Et le résultat? Le public peut vivre cette horreur en toute sécurité. Ils en ressortent avec une consolation métaphysique, un sentiment profond que, malgré la destruction, la vie en soi reste éternellement puissante. Et il faut bien comprendre que cette vision tragique, elle n'a rien de passif ou de misérabiliste. Écoutez bien cette citation du Prométhée de Goethe que Nietzsche utilise. Le mythe de Prométhée qui vole le feu aux dieux, c'est l'exemple parfait. Ici, le sacrilège n'est pas vu comme une simple erreur ou une faute morale. Non, c'est un acte délibéré, héroïque. C'est l'être humain qui défie l'ordre établi pour s'élever en sachant très bien qu'il va souffrir atrocement en retour.
Accepter ce sacrilège et la souffrance qui vient avec, c'est ça le cœur de la tragédie grecque. C'est dire un immense oui à la vie, même quand elle fait mal. Mais attention, l'histoire prend une tournure sombre. 4e partie, le meurtre par la logique. C'est un vrai roman policier intellectuel. Comment une forme d'art aussi vitale a-t-elle pu disparaître de la surface de la Terre? Eh bien, il y a eu un meurtre. Et le coupable, ce n'est pas une guerre ou une épidémie. Comme ce tableau l'illustre brillamment, le grand coupable selon Nietzsche, c'est l'optimisme scientifique, incarné par la figure de Socrate. D'un côté, on avait la tragédie qui acceptait la souffrance et justifiait la vie par l'art, et soudain, Socrate arrive. C'est l'homme théorique. Il a tué la tragédie en instaurant cette idée nouvelle et franchement insidieuse que tout dans l'univers peut être mesuré, compris et corrigé par la logique. Pour Socrate, si on comprend, on peut tout guérir. L'art, poubelle. Place à la froideur de l'intellect. Mais Nietzsche nous met en garde contre ce mirage de la science absolue. L'optimisme socratique a un immense angle mort. C'est vrai, la science avance, elle explique des choses, mais elle finit toujours par frapper un mur. C'est inévitable. Quand on arrive à ce que Nietzsche appelle la périphérie de la science, face aux grands mystères existentiels, la logique panique. Elle s'enroule sur elle-même, elle se mord la queue. L'intellect pur s'effondre parce qu'une équation mathématique ne peut pas consoler quelqu'un de l'horreur de la condition humaine. Et devinez quoi? C'est exactement à ce point de rupture qu'on réalise qu'on a encore et toujours désespérément besoin de l'art. Ce qui nous amène à notre grande conclusion, la 5e partie, pourquoi, au final, c'est l'art et non la morale qui nous sauve. Pour bien saisir la conclusion de Nietzsche, il faut voir avec qui il est en train de débattre. Schopenhauer, qui était son grand maître à penser, affirmait que la tragédie nous montrait que la vie ne rimait à rien. Selon lui, le but de la tragédie, c'était de nous dégoûter du monde et de nous mener vers la résignation. En gros, arrêter de vouloir vivre. Eh bien, retournement de situation spectaculaire. Nietzsche lit ça et dit « pas question ». Il rejette complètement la vision dépressive de son mentor. Pour Nietzsche, l'esprit dionysiaque n'est pas là pour nous faire abandonner. Il est là pour qu'on embrasse la vie, qu'on affirme notre existence, avec toutes ses cicatrices. C'est exactement pour ça que Nietzsche y va d'une attaque aussi féroce contre la morale, et plus spécifiquement contre la morale chrétienne. Il l'aperçoit littéralement comme l'ennemi de la vie. Pourquoi? Parce que la morale veut une vérité unique et absolue. Elle nous dit que notre monde physique, notre corps, nos passions, tout ça c'est mal ou c'est une illusion. Elle fuit la beauté brute du monde pour espérer un paradis imaginaire après la mort. Pour Nietzsche, ce genre de système de pensée, c'est un poison. C'est un instinct de destruction cachée qui finit par rendre la vie terne, malade et appauvrie. Donc, le point crucial, l'idée maîtresse de toute cette analyse, c'est cette citation. Un vrai coup de poing. Ce n'est qu'en tant que phénomène esthétique que l'existence du monde est justifiée. Oubliez l'idée qu'on doit justifier notre vie en étant de bonnes personnes selon une morale stricte ou en étant hyper rationnel. Non, seul l'art peut donner un sens à tout ça. L'art, tel un grand créateur insouciant qui joue avec la vie et la mort, prend ce qui est laid, terrifiant et absurde dans nos vies et le transforme en une expérience sublime. L'art, c'est l'activité suprême de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on doit retirer de toute cette histoire sur les Grecs? Nietzsche nous tend un miroir, et l'image n'est pas forcément rassurante. En laissant l'homme théorique prendre le contrôle il y a des millénaires, on a tracé la voie de notre propre société. Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra-rationnel, obsédé par l'efficacité, la science, les algorithmes, mais est-ce qu'on n'a pas perdu en chemin cette force vitale, ce feu dionysiaque? Sommes-nous devenus trop fragiles pour regarder l'abîme sans nous cacher derrière nos écrans ou notre optimisme technologique? C'est une vraie question de fond, une provocation géniale qui nous force à réfléchir sur notre besoin d'art pour dire vraiment oui à la vie dans toute sa terrifiante splendeur. Merci énormément de nous avoir suivis dans cette présentation. On se retrouve très bientôt pour une autre plongée fascinante.